106 millions de pieds cubes de roches solides doivent être extraits des entrailles de la Terre pour que la Norvège puisse enfin dicter ses propres conditions à la nature. Pourquoi les ingénieurs norvégiens ont-ils décidé de briser une montagne entière en deux pour y dissimuler une voie maritime? À première vue, creuser un passage artificiel quand l'océan s'étend à perte de vue semble être une décision qui défie toute logique économique et physique. Mais en réalité, cette dépense de près d'1 milliard d'euros constitue la seule réponse technologique face à un environnement qui écrase les navires comme de simples jouets. Le premier tunnel pour navires au monde nécessite de perforer le granit avec une précision millimétrique absolue. On peut remarquer comment les engins de forage s'enfoncent dans la pierre pour préparer le retrait de volumes colossaux de matières minérales. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. L'équipement sépare progressivement les blocs de pierre de la structure montagneuse pour ouvrir une brèche sans précédent dans l'histoire de l'ingénierie civile. Pour comprendre la nécessité de déplacer une montagne, il est impératif d'identifier précisément la nature de l'ennemi. La péninsule de Stad apparaît comme une courbure inoffensive sur les relevés cartographiques de la côte norvégienne. Mais ce n'est que le début. Pour les marins qui pratiquent les eaux du secteur, ce point géographique est une source d'inquiétude constante. La suite devient plus complexe. Ici, la mer du Nord ne se comporte plus de manière rationnelle, transformant chaque traversée en un défi contre les éléments. On voit comment l'environnement change brusquement d'état, comme si un commutateur de chaos était activé sans prévenir. Dans cette zone précise, les prévisions météorologiques perdent toute utilité opérationnelle. La survie des équipages dépend alors souvent d'une variable aléatoire et non de leurs compétences techniques. Tout se complique encore. Ce qui rend la pointe de Stad si mortelle réside dans une collision titanique de forces physiques. L'équipement de navigation subit des pressions extrêmes alors que les courants s'entrechoquent contre les parois rocheuses. Les vagues atteignent des hauteurs imprévisibles, créant une barrière naturelle presque infranchissable pour le transport maritime régional. La matière rocheuse finit par céder sous les coups des perforatrices, marquant le commencement de cette transformation structurelle. Le flux des navires se dirigera bientôt vers ce passage protégé, loin de la fureur de l'océan extérieur. Deux mers gigantesques, le bassin de la mer du Nord et les étendues glacées de la mer de Norvège, entrent en collision frontale avec une violence inouïe. Pourquoi la rencontre de ces deux masses d'eau génère-t-elle un chaos si dévastateur? On pourrait supposer que les courants s'équilibrent simplement au point de jonction. Mais en réalité, lorsque cette confluence rencontre une topographie sous-marine brusquement peu profonde, elle engendre le phénomène redoutable des vagues croisées. On voit comment des murs d'eau atteignant 30 mètres de hauteur, soit l'équivalent d'un immeuble de 10 étages, convergent depuis des directions opposées de manière simultanée. Les crêtes ne frappent pas seulement la proue des navires, elles percutent les flancs avec une force latérale déséquilibrante. L'équipement subit alors les effets d'une machine à laver monumentale, dont la torsion mécanique est capable de briser des casques d'acier renforcés en deux. Et ce n'est pas encore la limite de l'instabilité de cette zone de navigation. Les tempêtes ne cessent jamais véritablement dans ce secteur. Elles ne s'accordent que de très courtes respirations techniques. On peut remarquer que durant plus de 100 jours par an, ce tronçon maritime se transforme en une véritable zone de combat pour les structures métalliques. Même lorsque la vitesse du vent chute brutalement, les ondes de choc continuent de rouler sur la surface, transportant une énergie cinétique destructrice pendant plusieurs journées consécutives. La suite devient plus complexe à mesure que les risques augmentent pour la navigation commerciale. Les statistiques accumulées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale dressent un bilan particulièrement sombre et lourd. Les eaux entourant la péninsule de Stad ont causé la perte de plus de 30 vies humaines et provoqué 45 accidents maritimes majeurs. À première vue, la décision logique serait d'interdire l'accès à ce passage, mais en réalité, la Norvège ne peut pas se permettre de contourner ce point stratégique. Le pays occupe le rang de superpuissance maritime, exportant chaque année 3 millions de tonnes de poissons vers 150 nations différentes. Ces eaux périlleuses constituent une autoroute commerciale indispensable pour l'économie de toute la région. Les ferries transportant des passagers, les navires de charge massifs et les chalutiers de pêche sont contraints de participer à une forme de loterie quotidienne contre les éléments océaniques. Les équipages surveillent les fenêtres météorologiques,
qui peuvent s'ouvrir pour une durée de 4 heures ou se refermer brutalement en moins de 30 minutes. Passage au niveau suivant de dangerosité. L'économie, la logistique industrielle et la sécurité de l'intégralité de la côte ouest se retrouvent otages de ce goulot d'étranglement mortel. Puisqu'il n'existe aucune route de déviation possible autour de cet obstacle géographique, la Norvège a pris la décision de mettre en œuvre un projet technique impensable. L'équipement sépare progressivement la roche pour créer le tunnel de Stad. Si l'on ne peut pas surmonter la puissance des vagues en surface, la solution consiste à passer directement sous la masse rocheuse de la terre ferme. Sur les plans d'ingénierie, la conception semble presque simple, avec une ligne droite tracée entre deux fjords pour sectionner la base de la péninsule. Mais en réalité, cette entreprise constitue la plus grande opération de chirurgie terrestre jamais tentée sur le territoire scandinave. On ne parle pas ici d'un forage de diamètre standard pour le passage de véhicules légers. Le processus ne fait que prendre de la vitesse alors qu'un corridor immense commence à prendre forme dans la pierre. 37 mètres de hauteur totale, c'est l'espace vertical colossal que les ingénieurs doivent dégager pour permettre le passage d'un navire de croisière avec ses mâts et ses antennes. Cette dimension verticale assure une navigation fluide et sans risque pour les superstructures les plus imposantes du monde maritime. Mais pourquoi une telle hauteur est-elle nécessaire pour un simple tunnel ? On pourrait penser qu'une ouverture plus étroite suffirait pour des navires standards. Mais la largeur de 26 mètres doit aussi garantir une marge de manœuvre sécurisée aux embarcations les plus robustes lors des croisements. Tout se complique encore lors de l'évaluation des volumes de matériaux à extraire. 3 millions de mètres cubiques de roches solides doivent être retirés de la montagne par les équipes techniques. Pour se représenter l'ampleur de ce chantier, il faut imaginer une flotte ininterrompue de camions-bennes en mouvement. Le transport de cette masse rocheuse nécessite précisément 750 000 voyages de camions lourdement chargés. On peut remarquer comment les engins de chantier s'activent pour démanteler cette paroi, morceau par morceau, avec une régularité mécanique. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. À première vue, l'utilisation massive d'explosifs pourrait sembler être la solution la plus rapide, mais en réalité, la géologie locale impose une approche beaucoup plus prudente et fragmentée. Les ingénieurs ne peuvent pas fracturer l'ensemble de la structure en une seule détonation sans risquer un effondrement catastrophique. La méthode retenue est celle de la construction par couches successives et contrôlées. On voit comment les bras des excavatrices hydrauliques massives grattent la paroi après chaque phase de tir. La suite devient plus complexe. Les techniciens ne procèdent pas par un forage horizontal direct comme le ferait un tunnelier classique. Ils ont choisi d'attaquer la roche de haut en bas selon une progression verticale rigoureuse. Dans un premier temps, les équipes retirent le plafond du tunnel afin de stabiliser immédiatement la voûte supérieure. Une fois le sommet sécurisé, le travail descend niveau par niveau pour approfondir le canal. L'équipement sépare progressivement les strates de granitoïdes jusqu'à atteindre une profondeur de 12 mètres sous le niveau de la mer. Cela ne s'arrête pas à cette étape. Cette opération technique s'apparente au découpage d'un gâteau de granit géant, mais exécuté avec des charges explosives de précision et des excavatrices de forte puissance. Cependant, les explosions laissent des cicatrices profondes sur les parois rocheuses qu'il faudra traiter. L'acier et le béton viendront ensuite renforcer ces zones de fracture pour assurer la pérennité de l'ouvrage. Le flux des déblais continue de s'évacuer vers l'extérieur de la cavité de manière constante. La matière quitte le site de forage, passant à un stade apaisé. 12 mm de diamètre, c'est l'épaisseur des câbles d'acier sertis de diamants industriels qui vont sculpter les entrailles de la montagne norvégienne. Pourquoi privilégier une technique de découpe aussi onéreuse au détriment du bétonnage traditionnel utilisé dans les tunnels routiers? Dans un ouvrage destiné à être submergé, la moindre rugosité des parois rocheuses engendre une turbulentia hydrodynamique critique. Si l'eau s'écoule de manière chaotique contre le granito, le navire perd sa stabilité et ses capacités de manœuvre. Mais ce n'est que le début. Les ingénieurs déploient donc ces fils de diamants qui tournent à des vitesses de rotation fulgurantes pour trancher la roche avec une netteté chirurgicale. On voit comment les câbles mordent le granito brut pour laisser derrière eux une surface parfaitement lisse, garantissant un flux laminaire sans résistance. Cette méthode représente l'union de la force brute des explosifs et de la précision méticuleuse de la joaillerie, appliquée à une échelle monumentale. Creuser cette cavité gigantesque ne représente en réalité que la moitié du défi technique.
Le processus ne fait que prendre de la vitesse lorsque vient le moment d'inviter l'océan Atlantique à pénétrer dans la structure. On ne peut pas simplement ouvrir les vannes et laisser l'eau envahir l'espace de manière incontrôlée. La force d'une telle torrente briserait l'infrastructure interne et pourrait provoquer l'effondrement des parois sous le choc hydraulique. À première vue, l'inondation semble être une étape secondaire, mais en réalité, il s'agira de l'opération de gestion des fluides la plus délicate du siècle en cours. Tout se complique encore lors de la phase de préparation intérieure. Pendant toute la durée du chantier, le tunnel demeure totalement sec, protégé par des barrages d'acier temporaires massifs installés aux deux extrémités. À l'intérieur de ce cassulot protecteur, les ouvriers installent des systèmes technologiques avancés. L'éclairage abandonne les projecteurs industriels classiques qui risqueraient d'éblouir les capitaines des navires. On peut remarquer des bandes continues de diodes électroluminescentes qui parcourent toute la longueur de la voûte, rappelant une piste d'atterrissage futuriste. Ces lignes lumineuses remplissent une fonction de guidage essentielle car les signaux de positionnement par satellite peuvent subir des défaillances dans un environnement rocheux fermé. Les commandants de bord dirigeront leur navire en suivant ces trajectoires de couleurs, indiquant la voie de navigation sécurisée. La suite devient plus complexe avec la mise en eau définitive. Des valves de régulation spéciales permettent à l'eau de mer de s'infiltrer lentement, équilibrant la pression hydraulique tonne par tonne de manière millimétrée. L'équipement sépare progressivement l'air de l'eau jusqu'à ce que le niveau interne soit rigoureusement identique à celui de la mer extérieure. Passage au niveau suivant. C'est seulement à cet instant précis que les barrageants de protection sont retirés, laissant la mer occuper définitivement le cœur de la montagne. Mais comment diriger des bâtiments de plusieurs milliers de tonnes dans un tube de pierre étroit? Le tunnel fonctionnera selon un système de trafego à sens unique strictement alterné. Les navires circulent vers le nord pendant 1 heure complète, puis le flux s'inverse pour les départs vers le sud l'heure suivante. Toute l'activité est supervisée par un centre de régulation du trafego maritime fonctionnant de la même manière qu'une tour de contrôle aéroportuaire. Des radars de haute précision, des capteurs thermiques et des caméras à infrarouge surveillent chaque centimètre carré de la zone. Si une embarcation s'immobilise, le système électronique détecte l'anomalie instantanément. Cela ne s'arrête pas à cette étape. L'entrée du tunnel constitue elle aussi une pièce maîtresse de l'ingénierie défensive moderne. Conçue par le cabinet d'architecture Snøhetta, cette ouverture n'est pas un simple perçage dans la roche. Les flancs de la montagne sont découpés en terrasseaux de pierre échelonnés, formant des gradins massifs. Cette structure n'a pas qu'une vocation esthétique. Ces degrés rocheux agissent comme des amortisseurs d'énergie cinétique, brisant la force des vagues avant qu'elles ne s'engouffrent dans la galerie. C'est l'ingénierie qui apprend des mécanismes de la nature pour dompter les éléments naturels. Innover à une telle échelle nécessite l'application d'un système de gestion de l'innovation rigoureux et structuré. L'acier et la pierre se rencontrent pour finaliser cette infrastructure unique. Le flux maritime s'écoule désormais calmement à travers la roche. Le processus achève cette phase, ouvrant la voie au passage des premiers navires. 426 millions d'euros, tel était le montant initialement alloué pour sceller l'approbation du projet de tunnel maritime. Ce prix, bien que conséquent, paraissait alors gérable pour les instances de décision. Pourquoi le budget a-t-il subi une telle dérive au point de doubler durant la phase préparatoire? On pourrait croire à une simple erreur d'estimation, mais la suite devient plus complexe. En réalité, l'inflation mondiale galopante et les imprévus liés à une géologie montagneuse capricieuse ont propulsé la facture à près de 880 millions d'euros. Une crise politique majeure a immédiatement éclaté au sein du gouvernement norvégien face à cette explosion des coûts de matériaux. Le projet a subi un gel temporaire, les autorités se demandant s'il était rationnel d'investir près d'1 milliard d'euros pour un simple gain de temps de navigation. Le Parlement est alors intervenu pour recadrer le débat technique. On voit comment la vision stratégique a pris le dessus sur les chiffres bruts. Il ne s'agit plus de gagner quelques minutes, mais de garantir la survie et la souveraineté logistique de la nation. Les ingénieurs et les décideurs ont rouvert les négociations avec les entrepreneurs pour optimiser chaque centime sans dégrader les protocoles de sécurité. Le processus ne fait que prendre de la vitesse alors qu'un nouveau feu vert est anticipé pour l'année 2026. Mais ce n'est que le début des contraintes. On peut remarquer que les dimensions du tunnel, bien qu'imposantes,
impose des limites physiques strictes. Les navires de la classe Panamax, ces géants qui transportent l'économie globale, ne pourront jamais franchir l'ouvrage en raison de leur largeur excessive. Tout se complique encore quand on analyse la cible réelle de cette infrastructure. Le tunnel n'a pas été conçu pour le commerce mondial lointain, mais pour la flotte côtière locale qui constitue le poumon de la Norvège. On estime que 81% du trafic maritime actuel de la région pourra emprunter ce passage protégé. L'équipement sépare progressivement les navires inaptes de ceux qui bénéficieront de la régularité du transit. Passage au niveau suivant. L'économie réelle ne se mesure pas seulement en temps, mais en consommation de carburant. Aujourd'hui, les moteurs des navires brûlent des tonnes de diesel pour lutter contre des houles dévastatrices ou restent inactifs à l'ancre pendant des jours. Avec le percement de la montagne, la route est non seulement raccourcie, mais l'effort mécanique est réduit au minimum. La suite devient plus complexe. Pour les plus petites embarcations, les économies de combustible pourraient atteindre 60% du volume habituel. Il semble évident qu'il s'agit d'un projet de béton massif, mais en réalité, c'est une victoire environnementale majeure. Les émissions de gaz à effet de serre chutent, tandis que les risques de naufrage diminuent. Les marchandises, comme le poisson frais, arrivent à destination sans délai et la sécurité des passagers est garantie. Cela ne s'arrête pas à cette étape. Si l'on perçoit ce chantier comme une folie, c'est par méconnaissance de la relation singulière qu'entretient la Norvège avec sa topographie. 1100 tunnels routiers parsèment déjà le paysage accidenté de ce pays qui traite le granit comme de la matière malléable. 50 de ces ouvrages plongent directement sous la surface de l'océan. Pour un citoyen norvégien, s'enfoncer dans l'obscurité de la Terre est une action aussi banale que de se rendre dans un commerce de proximité. Les ingénieurs locaux détiennent des records mondiaux de profondeur et de distance. On voit comment la technologie norvégienne repousse les limites de la physique. 24 km et demi, c'est la longueur record du tunnel de Lærdal, le plus long ouvrage routier de la planète. La traversée demande 30 minutes de conduite ininterrompue sous la roche. Pour prévenir la somnolence ou les crises de panique, les concepteurs ont intégré une psychologie de l'éclairage spécifique. Toutes les 6 bornes, des cavernes artificielles, s'illuminent d'une lumière bleue brillante imitant l'aube. La suite devient plus complexe. Ce dispositif trompe le cerveau humain pour le maintenir dans un état d'alerte et de calme. Le projet Rockfast illustre encore mieux cette ambition technique démesurée. Les équipes de forage descendent à 392 mètres sous le niveau de la mer pour construire le tunnel sous-marin le plus profond du monde. On peut remarquer comment la pression hydraulique devient écrasante à une telle profondeur. Mais ce n'est pas encore la limite. Dans cette obscurité pressurisée, les ouvriers assemblent des infrastructures que beaucoup jugeaient impossibles à réaliser. Des ronds-points de circulation souterrains sont actuellement en cours de construction à près d'un demi-kilomètre sous la surface. Conduire un véhicule à une telle profondeur sous la pression des masses rocheuses et océaniques devient une réalité technique. L'équipement stabilise les parois, tandis que les engins de forage progressent centimètre par centimètre. Le métal et le béton s'unissent pour former une structure capable de résister à des forces physiques extrêmes. Le processus passe doucement à la transformation finale de la région. Un carrefour circulaire illuminé, c'est la structure singulière que l'on découvre en profondeur, offrant le choix entre une direction vers une île ou la poursuite du trajet vers le continent. On voit comment cet espace ressemble à une véritable cité de béton édifiée sous la masse océanique. Pour la Norvège, le tunnel pour navires de stade ne représente pas un phénomène isolé ou miraculeux. Pourquoi cette structure semble-t-elle si familière aux ingénieurs scandinaves? On pourrait penser qu'un projet de cette envergure est une première absolue, mais en réalité, il constitue uniquement l'étape logique suivante au sein d'une longue lignée de prouesses souterraines. Ils ont déjà acquis une maîtrise totale dans l'art de maintenir l'eau à l'extérieur des galeries routières. Désormais, ils inversent simplement ce principe technique afin de maintenir une colonne d'eau à l'intérieur d'un tunnel. Mais ce n'est que le début. L'ambition norvégienne ne se limite pas à l'excavation de la roche solide. Ils tournent déjà leurs recherches vers les fjords, dont la profondeur excède les capacités des tunnels souterrains classiques et dont la largeur dépasse les limites des ponts suspendus. On peut remarquer comment les concepts évoluent vers des solutions inédites. La suite devient plus complexe avec l'émergence des tunnels flottants immergés.
2 tubes de béton gigantesques flottent à 30 mètres sous la surface de l'eau, maintenus en position par des pontons en surface et ancrés solidement au fond marin. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Les navires passent au-dessus de la structure, tandis que les véhicules circulent à l'intérieur, laissant les vagues s'écouler sans affecter les usagers. Si le tunnel pour bateau paraît inhabituel, le tunnel flottant relève de la science-fiction technique en phase de concrétisation. À première vue, l'excavation n'est qu'une production de déblais, mais en réalité, l'impact du projet dépasse largement le cadre de l'ingénierie civile. La roche extraite de la montagne ne sera en aucun cas gaspillée lors des opérations. 3 millions de mètres cubes de pierre serviront à l'aménagement d'un district entier dans la localité voisine de Moloaï. Tout se complique encore lors de la phase de valorisation des matériaux. Des résidences, des complexes hôteliers et des zones commerciales s'élèveront sur les fragments de la montagne qui entravaient autrefois le passage. L'aspect humain reste central, car le tunnel se transformera en un point d'attraction à l'échelle mondiale. Une plateforme d'observation spécifique est en cours de construction. Elle permettra d'observer le moment précis où un navire de croisière massif désactive ses radars de tempête. On voit comment la silhouette du bâtiment glisse silencieusement à l'intérieur de la Terre. Cela ne s'arrête pas à cette étape de simple observation technique. Cette infrastructure marque la victoire définitive de l'ingéniosité humaine face à la puissance brute des éléments naturels. Le tunnel de Stade représente bien plus qu'une simple voie de navigation sécurisée pour les flottes commerciales et privées. C'est un monument érigé à la persévérance technique. La matière quitte le domaine du chantier pour entrer dans celui de l'exploitation durable. 27 milliards de dollars. Tel est le coût astronomique cumulé de 2 des infrastructures défensives les plus massives jamais érigées au cours de l'ère moderne. Pourquoi investir des sommes aussi vertigineuses dans des barrières physiques ? On pourrait imaginer que des solutions technologiques virtuelles suffiraient à surveiller des territoires aussi vastes. Mais en réalité, face à la pression des éléments naturels et des flux migratoires, seule la matérialité brute du béton et de l'acier permet d'opposer une résistance efficace. D'un côté, une cicatrice d'acier fend les déserts brûlants sur une distance de près de 3200 km. De l'autre, un bouclier de béton titanesque s'enfonce dans les eaux glaciales des côtes japonaises pour briser l'élan de l'océan Pacifique. On peut remarquer comment ces structures transforment radicalement le paysage, imposant une volonté humaine sur la géographie. Mais ce n'est que le début. Comment est-il possible d'enfoncer des poteaux d'acier de 9 mètres de hauteur dans du sable mouvant ou de la roche solide avec une telle stabilité ? Le processus de forage s'effectue avec une précision mécanique rigoureuse, utilisant des têtes de forage à pointe de carbure. La suite devient plus complexe. On voit comment les ingénieurs coulent des fondations de 15 mètres de hauteur alors que les vagues frappent la structure avec une force destructrice. L'équipement sépare progressivement les zones de travail de l'influence des marées pour permettre au béton de prendre. L'ingénierie moderne tente ici de dompter le chaos par la force physique du métal et de la pierre. À première vue, ériger un mur semble être une tâche de construction simple, mais en réalité, la logistique derrière chaque segment exige une coordination millimétrée entre les centrales à béton et les sites de pose. Tout se complique encore lorsque l'on analyse l'anatomie de ces mégastructures, des tranchées de granit de l'Arizona jusqu'aux tétrapodes massifs de Fukushima. La construction de ces frontières artificielles débute bien avant que le moindre pilier ne s'élève vers le ciel. Aux États-Unis, le défi initial n'est pas d'ordre administratif, mais strictement géologique. Le tracé de la frontière s'étend sur près de 3200 km, traversant un relief qui mute radicalement à chaque kilomètre parcouru. On peut observer les variations de couleur du sol, passant de l'ocre du sable au gris sombre de la roche volcanique. Dans certaines zones, les équipes techniques affrontent des déserts de sable meuble. La pression exercée par les machines de plusieurs dizaines de tonnes menace d'engloutir les équipements lourds si les plateformes de stabilisation ne sont pas correctement installées. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Dans les secteurs de l'Arizona et de la Californie, le sol se transforme en une armadura naturelle composée de granit et de roches dures, opposant une résistance physique extrême aux outils de perforation. Les ingénieurs ont répondu à ces obstacles par l'utilisation massive de la mathématique appliquée, de la dynamite et du béton haute densité. On voit comment les explosions contrôlées fragmentent la roche millénaire
pour ouvrir des tranchées de fondation parfaitement rectilignes. Pendant qu'une tempête de 30 mètres de hauteur pourrait rugir à l'extérieur d'une structure protégée, détruisant tout sur son passage, la conception technique garantit que l'intérieur reste une zone de calme absolu. Un navire pourra bientôt naviguer avec sérénité à travers le cœur d'une montagne aménagée, éclairée par des systèmes de lumière à diodes électroluminescentes douces, en ignorant totalement le chaos climatique laissé derrière lui. La montagne ne s'est pas déplacée de sa base, mais la science a appris à la traverser en créant des conduits artificiels sécurisés. L'acier et le béton deviennent ainsi les nouveaux composants d'une géographie redéfinie par l'homme. L'équipement de forage continue de mordre dans la couche de granit, évacuant des tonnes de déblais par minute. Cela ne s'arrête pas à cette étape de terrassement. Le ferraillage attend déjà d'être inséré dans les cavités pour renforcer la structure interne des piliers de 9 mètres de haut. Chaque action physique est une réponse directe à une contrainte géologique spécifique rencontrée sur le terrain. Le métal se dépose en structure verticale alignée, créant une barrière visuelle et physique continue. Ce processus industriel massif achève ici sa première phase de déploiement, stabilisant le sol avant l'étape de fixation définitive. La transformation du paysage brut en une zone contrôlée se poursuit sans interruption le long de la chaîne de production. 9 mètres de hauteur. C'est la dimension exacte que doivent atteindre les poteaux d'acier pour résister à des vents capables de déraciner des arbres centenaires. Pourquoi les équipes de topographie commencent-elles par forer des échantillons de sol et calculer l'élévation au millimètre près? On pourrait supposer que la simple observation de surface suffit pour entamer le chantier. Mais en réalité, la stabilité de toute la structure monumentale dépend exclusivement des propriétés géologiques dissimulées sous la croûte terrestre. L'excavation de la fondation représente la première confrontation physique majeure sur le terrain. Les ouvriers ouvrent une tranchée continue qui ne ressemble en rien à un fossé ordinaire. Cette cavité précise affiche une largeur comprise entre 60 et 80 cm, tandis que sa profondeur s'enfonce entre 1,80 m et 3 mètres sous le niveau du sol. Mais ce n'est que le début. On peut remarquer comment les parois de terre s'élèvent, atteignant presque le double de la taille d'un être humain adulte. Dans les zones où le sol reste meuble, des excavatrices conventionnelles déplacent la terre avec fluidité. Cependant, une grande partie de la zone frontalière est constituée d'une roche impénétrable, qui rend les machines standards totalement inefficaces. La suite devient plus complexe. Les équipes déploient alors l'artillerie lourde sous la forme de rompus hydrauliques gigantesques montés sur des excavatrices de fort tonnage. On voit comment ces engins, comparables à des marteaux pneumatiques de la taille d'une automobile, frappent à la roche sans interruption pour fracturer la pierre. Le bruit métallique devient assourdissant alors que le progrès se mesure seulement pouce par pouce. Tout se complique encore. C'est ici qu'intervient le trencher, une machine dont l'esthétique évoque un engin de chantier futuriste. Équipé de moteurs diesel développant une puissance allant de 250 à 400 chevaux, cet appareil possède une scie à chaîne colossale. Elle tranche le sol durci avec la même facilité qu'une lame dans une matière malléable. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. À première vue, le creusement semble être une tâche de force brute, mais en réalité, la précision du tranché garantit des parois parfaitement rectilignes. Pendant que la chaîne de coupe s'enfonce jusqu'au niveau exact exigé par les ingénieurs, elle broie simultanément les résidus rocheux restants. Un système de convoyeurs intégré rejette les débris vers l'extérieur de la fosse de manière continue. Grâce à cette puissance mécanique, le travail qui nécessiterait des semaines de labeur manuel est accompli en seulement quelques jours sur des centaines de mètres. Une fois la tranchée ouverte et parfaitement nivelée, l'étape de la fortification peut commencer. Une cage d'acier complexe, assemblée à partir de barres verticales, est descendue dans la structure pour renforcer l'ensemble. La matière est prête à passer à la phase suivante de traitement sans hâte. 20 cm d'épaisseur, c'est la limite maximale de la couche de béton renforcé qui vient recouvrir l'armature métallique courant comme une colonne vertébrale le long de la frontière. Pourquoi couler une telle épaisseur de matériaux sur cette structure d'acier ? On pourrait croire qu'une fondation plus légère suffirait pour une barrière verticale. Mais sans cette masse de béton précisément dosée entre 10 et 20 cm, la base ne pourrait pas offrir la stabilité plane indispensable pour supporter le poids colossal des futurs panneaux d'acier, sans risquer un affaissement ou une inclinaison fatale.
Le mélange de béton durcit progressivement en fusionnant avec la cage d'acier interne. On peut remarquer comment l'équipement lisse la surface pour former un bloc de fondation continu capable de résister à des forces de torsion massives. Cette structure garantit que la paroi ne cédera jamais sous la pression constante et violente des vents du désert. Mais ce n'est que le début. Le site de construction subit une transformation radicale pour devenir une ligne de montage industriel à ciel ouvert. L'équipement sépare progressivement les zones de travail pour permettre l'érection des composants les plus massifs du projet, à savoir les bollards. La suite devient plus complexe. 10 mm d'épaisseur constituent la paroi de ces tubes d'acier creux, qu'ils soient de forme carrée ou ronde. Ces éléments ne sont pas de simples poteaux, mais des structures atteignant presque 9 mètres de hauteur. D'apparence facile, leur conception creuse répond pourtant à un impératif stratégique d'ingénierie. Cela réduit considérablement le poids lors du transport, ce qui permet aux camions de charger un nombre plus important d'unités à chaque voyage. Tout se complique encore. 400 kg, c'est le poids maximal que peut atteindre chacun de ces poteaux individuels. Ils arrivent sur le chantier empilés sur des camions de charge lourde et sont maintenus fermement par des cintres d'acier. On voit comment ces attaches empêchent les tubes de se transformer en projectiles dangereux durant le trajet sur les pistes accidentées. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Les guindastes mobiles soulèvent des faisceaux entiers de poteaux avec une lenteur calculée. On peut remarquer comment les opérateurs les déposent avec précision dans des aires de stockage temporaires parfaitement délimitées. Juste à côté, dans une zone de fabrication improvisée, les soudeurs utilisent des machines de haute puissance pour fusionner les poteaux entre eux. Passage au niveau suivant. Chaque panneau modulaire se compose généralement de 4 à 6 poteaux, selon la largeur exacte requise par le plan technique. À première vue, assembler ces structures au sol semble être une étape supplémentaire. Mais en réalité, souder ces géants à l'horizontale plutôt que d'essayer de les aligner un par un dans la tranchée accélère de manière drastique le rythme de l'installation. On voit comment les arcs électriques fixent les joints de manière indélébile. Le levage d'un panneau d'acier de 9 mètres de hauteur représente désormais le défi technique majeur. La manipulation de tels modules, dont certains s'élèvent également à 8 mètres de haut, pose des contraintes physiques extrêmes pour les engins de levage. Le processus de transformation se poursuit vers cette étape critique de manutention. 2 à 3 travailleurs maintiennent fermement des cordas de guilla au sol pour stabiliser une structure massive de plusieurs tonnes. Pourquoi ces opérateurs doivent-ils lutter avec autant de force contre les éléments naturels? On pourrait penser que le poids du panneau suffit à le stabiliser pendant sa descente. Mais en réalité, une fois soulevé par la grue, ce composant agit comme une voile géante face aux courants aériens. Une seule rafale de vent peut transformer cette pièce métallique en un pendule dangereux, capable d'osciller de manière incontrôlable au-dessus du chantier. Les ingénieurs utilisent des niveaux à laser de haute précision ainsi que des outils de tension spécifiques dès que le panneau amorce sa descente dans la tranchée. On peut remarquer comment le faisceau lumineux scanne la surface pour garantir une verticalité absolue du dispositif. La suite devient plus complexe. Un écart d'inclinaison de seulement quelques degrés suffirait à compromettre la stabilité structurelle de plusieurs kilomètres de murs, générant des failles critiques ou des points de faiblesse dans l'alignement global. L'équipement de soudage intervient immédiatement pour fixer temporairement le panneau à des ancres situées au niveau de la base. Cette étape assure l'immobilisation totale de la structure avant l'arrivée du matériau de remplissage. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Des camions toupies déversent le béton frais directement dans les cavités situées entre l'armature d'acier et la paroi de terre. Dans de nombreuses configurations techniques, le béton est également injecté à l'intérieur même des tubes d'acier creux. À mesure que le mélange durcit, il transforme chaque montant métallique en un pilier composite alliant le métal à la pierre artificielle, ce qui multiplie la résistance globale par un facteur exponentiel. On voit comment la matière liquide emplit chaque interstice pour former un bloc monolithique. Mais ce n'est que le début. La base de béton est élargie sur 1,50 m vers l'extérieur, dans les secteurs jugés les plus sensibles. Cette extension crée une plateforme souterraine massive dont le rôle est double. D'apparence facile, cette structure ne sert pas seulement à répartir la charge pondérale sur le sol. En réalité, elle constitue un bouclier souterrain impénétrable qui bloque toute tentative de creusement de tunnel,
la couche de béton armé faisant obstacle à toute progression verticale. Des jets d'eau à haute pression balayent ensuite toute la surface métallique pour éliminer les résidus d'huile et les poussières de chantier. Ce nettoyage rigoureux garantit une adhérence parfaite pour les futures couches de peinture protectrice et les traitements anti-corrosion. Passage au niveau suivant. L'équipement de sécurité finale est alors déployé sur la crête de l'ouvrage. Des militaires installent des rouleaux de fil barbelés équipés de lames tranchantes comme des rasoirs sur le sommet de la structure imposante. Ce dispositif rend toute tentative d'escalade techniquement et physiquement presque impossible pour un individu. Tout se complique encore lorsque l'on observe l'échelle globale de ces infrastructures défensives. Alors que les États-Unis déploient ces moyens pour la gestion de leurs frontières terrestres, le Japon doit faire face à une menace d'une nature radicalement différente. Le pouvoir destructeur des tsunamis représente un défi technique où la négociation avec les éléments est impossible. Le flux des ressources et de l'ingénierie se dirige maintenant vers ces côtes menacées. 12 milliards de dollars, c'est l'investissement colossal qu'une nation a mobilisé pour ériger l'un des dispositifs de défense côtière les plus ambitieux de l'histoire, après le passage de vagues noires dévastatrices. Pourquoi déployer de tels moyens financiers et techniques sur une étendue de 400 km le long du littoral de Tohoku? On pourrait supposer que de simples digues suffiraient à briser l'élan de l'océan. Mais sans ces barrières de béton massif s'élevant à 15 mètres de hauteur, soit l'équivalent d'un immeuble de 5 étages, les populations locales ne disposeraient non pas des minutes précieuses nécessaires à une évacuation sécurisée. La construction de ces structures imposantes doit s'effectuer directement dans la zone d'impact, là où la géologie est la moins clémente. À première vue, le littoral semble offrir une base solide, mais en réalité, la majeure partie du sol est constituée d'un sable instable et de sédiments faibles qui se transforment en une soupe géologique dès qu'ils sont saturés d'eau. Installer une masse aussi pesante sur un tel terrain, sans une préparation drastique, provoquerait un enfoncement immédiat ou un glissement de la structure vers les profondeurs marines. Le processus ne fait que prendre de la vitesse après une phase préparatoire épuisante. Les équipes techniques ont dû d'abord déblayer les innombrables débris du désastre précédent pour stabiliser le terrain. Elles ont ensuite procédé à la création de routes d'accès renforcées, de vastes parcs de stockage pour les matériaux et de stations de mélange pour le béton. On peut remarquer comment les engins de chantier manœuvrent avec difficulté sur ces zones précaires, luttant sans relâche contre les précipitations abondantes et les mouvements incessants des marées qui menacent les travaux de terrassement. Tout se complique encore lorsque l'on s'intéresse à la partie invisible de l'édifice. La véritable puissance de ce projet japonais réside dans ses fondations titaniques conçues pour empêcher la muraille de basculer sous la pression phénoménale d'une onde géante. On voit comment les excavatrices hydrauliques creusent des puits de fondation qui s'enfoncent à une profondeur de 24 mètres sous le niveau du sol. Mais ce n'est que le début, car cette profondeur excède largement la hauteur visible de la structure en surface. L'équipement sépare progressivement les couches de terre meubles pour atteindre le socle rocheux ou une strate plus résistante. Il s'agit de construire un véritable iceberg de béton armé où la majeure partie de la masse et de la stabilité structurelle se trouve enfouie sous terre. Pour permettre le travail des ouvriers et des machines si près de la ligne d'eau, les ingénieurs installent des ensecaderas, ces bâtards d'eau ou murs de contenance temporaires. On peut observer comment ces barrières provisoires maintiennent l'eau de mer à distance, isolant totalement les zones de construction pour permettre le coulage du béton en milieu sec. La suite devient plus complexe avec la gestion des infiltrations constantes. Les pompes tournent sans arrêt pour évacuer l'eau qui tente de s'infiltrer dans les fosses de 24 mètres de profondeur. L'acier de renforcement est ensuite tressé en une armature dense avant que le flux de béton ne vienne remplir ces cavités béantes. Le processus ne s'arrête pas à cette étape, car chaque section doit être parfaitement ancrée pour résister à une poussée latérale de plusieurs milliers de tonnes. L'acier et le béton fusionnent ainsi pour créer une ligne de défense continue. Ce rempart artificiel modifie durablement le paysage côtier, transformant le rivage en une forteresse géométrique. La matière quitte le stade du chantier pour devenir une barrière inerte mais protectrice, prête à affronter les forces de la nature. Le traitement de ces fondations profondes s'achève, ouvrant la voie à la phase finale de coffrage des parties supérieures. 27 milliards de dollars. C'est le montant colossal investi dans des projets d'infrastructures d'une envergure sans précédent.
Pourquoi injecter des couches successives de pierres, de roches britées et de sable compacté dans un sol de nature sableuse? On pourrait penser qu'une simple excavation suffirait à stabiliser le terrain. Mais en réalité, cette injection technique transforme la structure meuble en un support inébranlable, souvent renforcé par l'insertion d'estacas de béton profond ou de piliers d'acier robuste. Mais ce n'est que le début. On voit comment une lage de fondation massissa et particulièrement large est coulée directement sur cette base préparée avec soin. Cette structure monumentale fonctionne mécaniquement comme un pied géant, dont la surface étendue empêche la muraille d'être déplacée ou basculée sous la pression hydrostatique. L'équipement déverse le mélange liquide qui, une fois durci, garantit que la barrière restera immobile face à la furia de l'eau. Tout se complique encore lors de la phase de renforcement interne. Des cages de vergallo d'acier, formant un réseau dense et géométriquement complexe, sont assemblées pour constituer le véritable squelette métallique de la muraille. Des moules de dimensions industrielles sont ensuite installés autour de cette armature, permettant au béton d'être pompé avec précision, section après section. Chaque bloc, s'étendant sur des dizaines de mètres de longueur, subit un processus de maturation contrôlée avant d'être solidement connecté au suivant. On peut remarquer comment la barrière ainsi formée serpente le long de la ligne de côte de manière continue. La suite devient plus complexe. Une paroi parfaitement verticale subirait l'intégralité de l'impact cinétique d'une onde de choc de manière instantanée, créant un risque de rupture structurelle. Pour éviter ce phénomène, les ingénieurs conçoivent des surfaces spécifiquement inclinées et des systèmes de degraux qui forcent la dissipation graduelle de l'énergie hydraulique. Le processus ne fait que prendre de la vitesse à mesure que les protections externes sont mises en place. Des milliers d'unités de béton spéciales, telles que les tétrapodes et les dolocies, sont empilés à la base de la structure sur le versant océanique. Ces blocs, caractérisés par une géométrie complexe, agissent comme un filtre dynamique où l'eau turbulente est contrainte de circuler autour de chaque branche de béton, perdant sa force destructrice avant d'atteindre le cœur de l'ouvrage. Passage au niveau suivant. La protection de la surface externe contre les agressions physiques constantes. La caméra glisse le long de la paroi où des panneaux de béton prémoulés sont soulevés par des grues de forte capacité. Ces éléments d'armature s'emboîtent avec la précision d'un puzzle pour former une peau protectrice contre l'érosion saline et les impacts de débris projetés par les tempêtes. Pendant ce temps, sur le versant terrestre, des systèmes de drainage sophistiqués évacuent l'eau de pluie pour prévenir toute accumulation de pression qui pourrait déstabiliser l'édifice par l'arrière. Cela ne s'arrête pas à cette étape de construction purement technique. Des millions de tonnes de béton et d'acier se déploient sur des centaines de kilomètres de barrières achevées. En comparant ces deux mégastructures, un contraste flagrant apparaît dans le choix des matériaux et la finalité de l'ingénierie. L'acier utilisé sur le continent américain privilégie la hauteur et la transparence pour la gestion des flux humains dans les zones désertiques. À l'inverse, le béton employé au Japon mise sur la masse volumique et la profondeur structurelle pour contrer la puissance brute de l'océan. Ces deux projets monumentaux subsistent comme des témoins techniques de leur époque respective. Le métal et la roche transformés témoignent d'une maîtrise avancée des contraintes environnementales les plus extrêmes. Le processus passe doucement à la transformation finale de l'environnement côtier. 99 millions de tonnes de terre et de roches déplacées manuellement représentent le volume colossal d'une montagne entière que l'ingénierie humaine a dû manœuvrer sans l'aide d'aucune machine. Pourquoi entreprendre un tel effort titanico dans une région où les ressources font cruellement défaut? On pourrait imaginer que cette main-d'œuvre colossale servait à ériger des tombeaux monumentaux pour des souverains oubliés, à l'image des pyramides de Gizeh. Mais en réalité, l'objectif était bien plus complexe et vital. Il s'agissait de ressusciter une terre considérée comme morte. L'équipement sépare progressivement les couches de sol stériles pour retrouver la vie. On voit comment des agriculteurs, dépourvus de technologies modernes et de capitaux, ont accompli le plus grand exploit d'ingénierie écologique du siècle en travaillant directement avec la matière brute. La suite devient plus complexe. Ce pays dévasté par des famines récurrentes a réussi à ramener à la vie 106 000 acres de forêt, et ce, sans avoir à planter un seul arbre. Cette réussite technique semble simple d'apparence, mais elle défie les lois classiques de la reforestation et de la gestion des sols. Pour comprendre l'ampleur de ce processus de transformation,
il est nécessaire d'observer le point de bascule où l'écosystème s'est effondré. Mais ce n'est que le début. Les terres hautes de l'Afrique orientale, en Éthiopie, ne ressemblaient pas initialement aux étendues poussiéreuses décrites lors des crises climatiques des années 80. 60% du territoire était autrefois recouvert par des forêts denses et vibrantes qui maintenaient l'humidité du sol. Des cours d'eau profonds irriguaient alors l'une des zones les plus fertiles de tout le continent africain, créant un système hydraulique naturel d'une grande efficacité. Tout se complique encore. Le processus de dégradation s'est accéléré brusquement, transformant ce jardin en une zone de désolation en seulement quelques décennies. On peut remarquer la chute brutale de la biodiversité alors que plus de la moitié de la couverture forestière disparaissait sous la pression des activités humaines et climatiques. En l'an 1982, la situation technique du sol était devenue apocalyptique. La couverture forestière totale n'atteignait plus que le seuil critique de 3% de la surface du pays. Cela ne s'arrête pas à cette étape. Les ingénieurs de la nature ont dû faire face à une érosion massive où l'eau ne s'infiltrait plus, glissant sur une surface devenue dure comme de la brique. L'équipement humain, réduit à la force des bras, a commencé à tracer des lignes de défense contre le chaos climatique. On voit comment chaque terrassement, chaque muret de pierre, devient une structure d'ingénierie statique opposée aux forces dynamiques de l'érosion. Ces murs représentent la quête technologique de sécurité dans un environnement où l'équilibre naturel a été rompu. Le passage au niveau suivant a nécessité une compréhension profonde de la régénération spontanée assistée. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. L'acier des outils rudimentaires a frappé le sol pour créer des structures de rétention d'eau, stabilisant la terre pour les siècles à venir. Le métal des pioches et la pierre brute ont servi de fondation à cette reconstruction à grande échelle. C'est ainsi que s'achève l'une des étapes clés de la préparation du terrain avant la renaissance végétale. Le flux de la restauration se dirige maintenant vers la phase suivante de stabilisation écologique. 12 000 hectares. C'est tout ce qu'il restait de la surface verdoyante d'origine après une dégradation sans précédent. Pourquoi une telle étendue de végétation a-t-elle ainsi basculé vers une aridité totale ? On pourrait croire à un déclin naturel, mais le processus est en réalité la conséquence d'une pression anthropique systématique et destructrice. La crota sèche et dure qui a remplacé la vie végétale n'est pas apparue par hasard, mais par l'anéantissement des cycles biologiques. Les populations ont abattu des arbres centenaires pour obtenir du combustible de chauffage et de cuisine, tandis que des forêts entières ont été incendiées pour libérer des surfaces agricoles de subsistance. Mais ce n'est que le début. Lorsque la couverture forestière s'est évaporée, le sol a perdu sa protection physique immédiate contre les éléments. On voit comment l'absence de racines empêche désormais la terre de fixer l'humidité indispensable à la régulation thermique. Sans cette rétention d'eau, les précipitations ont cessé de nourrir le territoire et les lits des rivières se sont transformés en rigoles de poussière. Le vent a ensuite emporté les couches fertiles supérieures, laissant derrière lui un déserto rouge stérile. La suite devient plus complexe car cet effondrement écologique a entraîné une crise humaine sans précédent. La grande famine de l'année 1983 a ainsi provoqué la mort de plus d'1 million de personnes en l'espace de seulement 2 ans. La communauté internationale a observé cet effondrement total sans parvenir à stabiliser l'hémorragie du système biologique local. L'équipement technique et les méthodes classiques semblaient incapables de réanimer une terre considérée comme cliniquement morte. À première vue, la situation était irréversible, mais en réalité, une approche différente allait émerger des décombres. Tout se complique encore lorsque l'on analyse l'échec des stratégies de reboisement initiales. Des projets financés à hauteur de plusieurs millions de dollars ont tenté d'introduire de jeunes plants, mais 90% d'entre eux périssaient en quelques semaines seulement. La chaleur extrême atteignant 40 degrés Celsius calcinait littéralement les tissus végétaux, tandis que le bétail consommait les rares survivantes. Planter de nouveaux spécimens s'est avéré être une méthode trop onéreuse et inefficace face à la rigueur du climat. Le processus ne fait que prendre de la vitesse lorsqu'un agronome nommé Tony Rinaldo, opérant directement sur le terrain, a identifié un détail crucial négligé par tous. On peut remarquer comment des structures que l'on prenait pour de simples herbes mortes ou des buissons desséchés dissimulaient en fait un potentiel de régénération insoupçonné.
L'observation minutieuse de ces résidus végétaux a ouvert une voie technique inédite pour la restauration de l'écosystème. 30 mètres, c'est la profondeur vertigineuse à laquelle s'enfonçaient les racines puissantes de ce qui semblait être une forêt disparue sous une terre devenue dure comme de la pierre. Pourquoi ces milliers de souches d'arbres antiques demeuraient-elles vivantes dans l'obscurité du sous-sol? On pourrait croire que la nature avait capitulé face à l'érosion et au temps. Mais en réalité, ces organismes attendaient simplement un signal biologique pour sortir de leur léthargie. Le secret de la Renaissance ne résidait pas dans l'apport de nouveaux plants provenant de pépinières industrielles lointaines, mais dans l'usage précis d'une simple lame de métal. La méthode de régénération naturelle gérée par l'agriculteur se distingue par une simplicité technique déconcertante. Les paysans sélectionnent les souches déjà établies dans le sol, puis procèdent à l'élagage des rameaux secondaires les plus frêles, afin de concentrer l'énergie vitale sur 3 ou 4 tronçons dominants. Mais ce n'est que le début. Sans aucune injection d'eau supplémentaire ni recours à des engrais chimiques coûteux, ces structures ligneuses utilisent leur architecture racinaire massive pour projeter de nouvelles tiges vers le ciel, avec une vitesse surprenante. On peut remarquer comment l'absence de ressources hydriques en surface a forcé les habitants de Humbo à modifier radicalement leur environnement. Il semble évident que rien ne peut croître sur une terre dont l'eau s'est enfuie depuis des décennies, mais en réalité, le problème exigeait une transformation géographique totale. Les ingénieurs locaux ne disposaient d'aucun tracteur, d'aucune réserve de gasoil, ni d'aucun financement étatique pour amorcer le chantier. La suite devient plus complexe. L'équipement se limitait à de vieilles pelles usées, des pioches rudimentaires et une détermination technique inébranlable. En observant les collines dénudées, les travailleurs ont tracé une cartographie mentale des flux hydrauliques en se remémorant les trajectoires de ruissellement des pluies d'autrefois. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Ce fut le point de départ de l'une des manœuvres manuelles les plus massives de l'histoire de l'ingénierie agraire. Des milliers de petits barrages et de terrasses ont été érigés pierre après pierre sous un soleil dont la chaleur saturait l'air de distorsions visuelles. Les hommes et les femmes ont déplacé une masse totale de 99 millions de tonnes de sol à la force des bras. Tout se complique encore. Ce chiffre colossal représente le poids combiné de plusieurs centaines de gratte-ciels modernes, une charge titanesque transférée manuellement, récipient après récipient, pour modifier la structure même du paysage. On voit comment chaque seau de terre déplacé contribue à modifier la pente et la rétention de l'humidité dans le sol. Cette opération de terrassement à grande échelle a permis de stabiliser les sédiments et de préparer le terrain pour la phase de croissance. Le métal des outils frappant la roche produit un rythme régulier qui accompagne l'avancement des travaux sur les versants. La matière est désormais prête à recevoir les premières précipitations qui seront piégées par ces structures artificielles. L'acier des outils se repose, tandis que la topographie réorganisée commence à remplir sa fonction hydraulique. Le cycle de transformation physique du terrain s'achève ici pour laisser place à la réaction biologique. De là, la transformation se dirige vers la phase suivante de traitement. Modifier la physique du terrain, tel était l'objectif premier des ingénieurs et des villageois. Ils ont entrepris la construction de vastes lagunes d'infiltration et de fossés de contournement conçus pour capturer chaque millimètre de précipitation. Pourquoi transformer ainsi le relief de cette région aride ? On pourrait penser que la pluie suffit à elle seule pour faire reverdir une terre. Mais sans ces structures, l'eau s'écoule en torrents de boue destructeurs qui emportent la couche arable, rendant toute croissance végétale impossible. Dès que les premières gouttes tombent, elles rencontrent désormais des barrières physiques stratégiquement disposées sur leur trajectoire. On peut remarquer comment l'eau est forcée de ralentir, de s'immobiliser et de s'infiltrer dans la terre devenue poreuse. Les ravines profondes, qui agissaient auparavant comme des drains évacuant la ressource précieuse, sont désormais obstruées par des digues de pierres sèches. La suite devient plus complexe. La logique technique appliquée ici est d'une simplicité absolue. Aucune goutte de pluie ne doit quitter le périmètre. La terre rouge et poussiéreuse change de structure pour devenir une éponge géante, capable de stocker l'humidité pour les racines. À première vue, cette modification du sol semble être la clé du succès, mais en réalité, l'ingénierie physique ne représentait que la moitié du défi. Tout se complique encore avec l'aspect social du projet.
La communauté a dû imposer une interdiction stricte du pâturage libre sur les collines environnantes. Pendant des générations, les troupeaux de chèvres et de moutons ont consommé chaque bourgeon naissant, tandis que la pression de leurs sabots compactait le sol jusqu'à lui donner la dureté du ciment. Ce sacrifice économique était immense, car il privait les habitants de leur source immédiate de nourriture et de revenus. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. 3 zones rigoureuses ont été délimitées: les vallées pour l'irrigation contrôlée, les pentes moyennes pour l'agriculture et les sommets pour la régénération forestière. Cette discipline a instauré un silence total sur les hauteurs, libéré du martèlement constant des bêtes. On voit comment, sans la pression biologique du bétail, la végétation réagit de manière immédiate et massive. L'équipement naturel reprend ses droits avec une vigueur inattendue en seulement une saison des pluies. Là où la roche nue dominait le paysage, des arbustes denses recouvrent désormais intégralement le sol. Les mesures indiquent que la couverture végétale dans les zones protégées a augmenté de 200% en l'espace de 5 ans seulement. Mais ce n'est que le début. L'humidité matinale persiste désormais 2 fois plus longtemps qu'auparavant sous les frondaisons. Cela crée un microclimat frais qui favorise le retour des insectes pollinisateurs et des oiseaux migrateurs absents depuis plusieurs décennies. La chaîne de la vie se reconstruit progressivement, un maillon après l'autre, grâce à la stabilité thermique retrouvée. Passage au niveau suivant. 13 sources naturelles, qui avaient totalement disparu des registres et de la vue, ont recommencé à couler. L'eau ne provient plus de camions-citernes ou de réseaux de tuyauterie complexes, mais elle jaillit directement des profondeurs du sous-sol. Grâce aux nouveaux massifs forestiers et aux terrasses de pierre, l'eau de pluie s'infiltre jusqu'aux nappes phréatiques, les rechargeant de manière continue. Le cycle hydrologique local se stabilise ainsi, assurant une autonomie en eau pour l'ensemble des activités humaines et agricoles de la zone. Les réservoirs souterrains se remplissent à nouveau, garantissant la pérennité du système sur le long terme. Le flux de la nature reprend son cours normal, passant à une phase de croissance apaisée et durable. 106 000 acres de terre en Éthiopie ont servi de point de départ à une transformation hydrologique sans précédent. Les sources que l'on croyait éteintes à jamais ont recommencé à rejeter une eau parfaitement cristalline vers la surface. Pourquoi ces résurgences ne se sont-elles pas taries après quelques semaines seulement? On pourrait supposer qu'il s'agit d'un phénomène saisonnier lié à des précipitations exceptionnelles. Mais en réalité, le débit reste désormais constant tout au long de l'année civile. Cette stabilité prouve que la structure géologique profonde a retrouvé sa capacité de rétention. L'eau a appris à rester dans le sol au lieu de s'évaporer ou de s'écouler inutilement. Les lits de rivières, autrefois desséchés et craquelés, se sont métamorphosés en courants réguliers et apaisés. On voit comment le mouvement du liquide dépose progressivement un limon fertile le long des berges. La suite devient plus complexe. Le cycle domestique des populations locales a basculé du tout au tout en un temps record. Les femmes ne parcourent plus des distances interminables sous un soleil de plomb pour rapporter une eau boueuse et stagnante. Des sources propres coulent désormais à proximité immédiate des habitations villageoises. On peut remarquer que ce basculement hydraulique n'est pas un simple événement météorologique, mais la preuve technique que la Terre n'était pas morte. Elle souffrait d'une déshydratation profonde causée par la dégradation des écosystèmes. En restaurant la santé du sol, les communautés ont rétabli le cycle complet de l'eau. Mais ce n'est que le début. Cette réhabilitation environnementale s'est transformée en une véritable révolution économique chiffrable. L'humidité retrouvée a agi comme un catalyseur pour la production agricole locale. Le rendement des cultures a bondi de 85%, changeant radicalement la sécurité alimentaire de la région. Le revenu moyen de chaque famille a progressé de 76% en conséquence directe de ces récoltes abondantes. Les habitants ont cessé d'utiliser l'aide alimentaire internationale pour devenir des acteurs commerciaux autonomes. Tout se complique encore. Là où régnait la pénurie, on observe maintenant des installations apicoles produisant du miel en quantité industrielle. La forêt fonctionne désormais comme une institution bancaire naturelle, générant des intérêts constants. On voit l'exploitation durable du bois s'organiser parallèlement à la vente de crédits carbone aux Nations Unies. Le modèle de régénération naturelle assistée a franchi les frontières éthiopiennes pour se propager sur l'ensemble du continent africain. Au Niger, l'application de ces méthodes manuelles simples, utilisant des couteaux et des pierres,
a permis de restaurer plus de 12 millions d'acres de zones désertiques. Passage au niveau suivant. Le Burkina Faso présente aujourd'hui des forêts denses là où se trouvaient auparavant des collines stériles et rocheuses. Ces nouveaux écosystèmes fournissent de la nourriture à des millions d'individus sans intervention technologique lourde. Cela démontre que la sauvegarde de la biosphère repose sur la simplicité technique et la capacité de reproduction à grande échelle des processus naturels. On peut remarquer que le respect des systèmes biologiques prime sur l'ingénierie complexe. La suite devient plus complexe. Est-il réellement possible de créer une forêt entière sans avoir à planter un seul arbre ? La réponse est visible sur les paysages transformés de l'Éthiopie. 99 millions de tonnes de terre ont été déplacées manuellement par les populations locales. Ce travail colossal n'a pas servi à ériger un monument statique de pierre froide. Il a posé les fondations physiques et techniques d'un futur durable. Le processus passe doucement à la transformation finale. 5 milliards de gallons d'eau douce circulent quotidiennement sous un soleil implacable, au cœur d'un environnement où 98% du sol n'est constitué que de sable brûlant. Pourquoi une nation dépourvue de la moindre source d'eau de surface a-t-elle entrepris de bâtir le plus vaste réseau de soutien à la vie de l'histoire humaine ? On pourrait penser que l'ingénierie moderne cherche à dompter la nature, mais en réalité, les racines anciennes et les cycles hydrologiques oubliés ne demandent qu'un espace pour fonctionner à nouveau en harmonie avec l'industrie. Ce n'est pas une réinvention de l'écosystème, mais une synchronisation stratégique entre la force de la Terre et la capacité technique de l'homme. Mais ce n'est que le début. 50 degrés Celsius, soit 122 degrés Fahrenheit, marquent régulièrement le mercure dans ces régions désertiques de l'Arabie saoudite. À première vue, la survie humaine à grande échelle semble impossible sur ces plateaux, dont la topographie bloque systématiquement les masses nuageuses, empêchant l'humidité maritime de pénétrer vers l'intérieur des terres. L'équipement de mesure thermique enregistre des conditions où chaque goutte de liquide devient un atout vital. La suite devient plus complexe. On voit comment la rareté de la ressource définit une hiérarchie stricte entre la vie et la mort. Un citoyen dispose ici de seulement 68 à 90 mètres cubes d'eau naturelle par an. Un chiffre qui représente 5 fois moins que le seuil de pauvreté hydrique absolue établi par les instances internationales. À titre de comparaison, un habitant des États-Unis consomme jusqu'à 9000 mètres cubes annuellement. La caméra glisse sur ces étendues arides où l'absence de rivières et de lacs naturels impose une pression constante sur les infrastructures. Tout se complique encore. Des milliers de foreuses ont commencé, dès la décennie des années 80, à percer la croûte terrestre pour atteindre des aquifères fossiles emprisonnés depuis des millénaires. L'équipement sépare la roche de la nappe liquide, extrayant des volumes massifs de ressources non renouvelables cachées sous des centaines de mètres de sédiments. En 1992, l'extraction a atteint 7 500 milliards de gallons par an. Cela ne s'arrête pas à cette étape. 27 000 bâtiments de la taille de l'Empire State Building pourraient être remplis jusqu'au sommet par un tel volume annuel. Les ingénieurs ont conçu une fita de acier et de canalisation si étendue qu'elle pourrait s'enrouler 35 fois autour de la circonférence de la planète Terre. Le métal se dépose en longs rubans industriels à travers les dunes, formant une artère artificielle capable de défier l'aridité extrême du climat. Passage au niveau suivant. Le processus ne fait que prendre de la vitesse alors que l'industrie transforme un désert de poussière rouge en un oasis de développement technologique. On peut remarquer la précision des raccordements hydrauliques qui maintiennent une pression constante sur des milliers de kilomètres. Cette infrastructure colossale n'est pas seulement un exploit mécanique. C'est une barrière physique contre l'extinction dans une zone où le corps humain ne pourrait survivre que quelques jours sans cet apport constant. L'acier et l'eau s'unissent ainsi pour créer une boucle de rétroaction qui soutient désormais des millions d'individus. Le flux liquide continue de progresser silencieusement dans les entrailles du réseau, stabilisant la vie là où la nature avait initialement imposé le vide. Le trajet de la ressource vers les centres urbains se poursuit avec une régularité mathématique. 132 trillions de gallons, c'est le volume colossal de réserves d'eau souterraines qui s'est évaporé des profondeurs du pays en un temps record. Pourquoi cette ressource vitale disparaît-elle sans aucun espoir de régénération naturelle ? À première vue, on pourrait croire que les pluies finiront par combler le vide, mais en réalité,
l'eau fossile emprisonnée sous le sable se comporte exactement comme un gisement de pétrole. Une fois que les pompes ont extrait la dernière goutte, le réservoir géologique reste définitivement stérile. Le niveau du précieux aquifère d'Al-Assa a chuté de près de 500 pieds en seulement 25 ans de pompage intensif. Les ingénieurs ont observé ce déclin avec une inquiétude croissante alors que les compteurs s'affolaient. On peut remarquer comment les infrastructures de pompage s'enfoncent toujours plus profondément dans la croûte terrestre pour traquer l'humidité résiduelle. Mais ce n'est que le début. En 2012, 80% de la réserve totale d'eau douce souterraine avait été consommée par une nation qui puisait sans compter dans ses propres fondations. L'agriculture dans le désert consommait 6 trillions et 500 milliards de gallons au cours de l'année 2015. La suite devient plus complexe car le pays a dû imposer un arrêt brutal à ses ambitions céréalières. Des champs de blé entiers, autrefois verdoyants, ont été abandonnés au vent de sable ou équipés en urgence de systèmes de goutte à goutte et de capteurs d'humidité électronique. L'équipement sépare désormais chaque millilitre pour optimiser l'irrigation des sols arides. La consommation du secteur agricole a reculé de 40% après ces mesures radicales de modernisation. Tout se complique encore lorsque l'on observe la croissance démographique qui ne ralentit pas. Les municipalités ont instauré des amendes extrêmement lourdes pour punir la moindre perte d'eau potable dans les zones urbaines. On voit comment les patrouilles de contrôle scrutent les fuites sur les canalisations pour préserver les dernières réserves. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Il semble évident que l'économie domestique ne peut suffire à stabiliser une situation aussi précaire. La recherche d'une source inépuisable est devenue une nécessité absolue pour la survie du territoire. Le regard des ingénieurs s'est alors tourné vers l'horizon océanique, la seule étendue d'eau dont le volume ne connaît pas de limite. Mais la salinité élevée rend cette ressource impropre à la consommation humaine sans un traitement lourd. La solution technique retenue a exigé le déploiement d'une force industrielle brute à une échelle totalement inédite dans l'histoire de la région. Ils ont pris la décision de porter l'eau de mer à ébullition pour en extraire la pureté. Le processus consiste à transformer le liquide salé en vapeur pressurisée afin d'isoler les cristaux de sel et les minéraux indésirables avant de condenser la vapeur en eau douce. On peut remarquer la formation des premières gouttelettes pures sur les parois métalliques des condenseurs. Cette méthode de distillation thermique massive ressemble à un simple protocole de laboratoire multiplié par des millions de fois pour répondre à la demande nationale. La suite de l'opération se déplace vers les unités de refroidissement massives. Le flux de vapeur refroidit uniformément sous l'action des échangeurs de chaleur, retrouvant sa forme liquide originelle. La matière s'en va plus loin le long de la chaîne de production pour alimenter les réservoirs de stockage. 75 millions de personnes, tel est l'effectif colossal que ces infrastructures de soutien doivent alimenter en ressources vitales. Le résultat de cet impératif se manifeste sous la forme d'une architecture d'acier titanesque s'étendant sur des zones stratégiques. Pourquoi un tel déploiement de forces industrielles est-il nécessaire au milieu du désert? On pourrait croire que les réserves naturelles suffiraient à répondre aux besoins croissants de la population. Mais en réalité, l'absence de sources d'eau douce permanente oblige à transformer l'océan lui-même pour garantir la survie de la nation. Aujourd'hui, 41 usines de désalinisation géantes opèrent sans interruption le long des côtes du golfe Persique et de la mer Rouge. Ces véritables cathédrales de métal génèrent environ 3 milliards de gallons d'eau potable chaque jour. Cette production massive représente 22% de la capacité totale de désalinisation à l'échelle de la planète entière. On peut remarquer comment ces structures dominent le paysage côtier par leur gigantisme. Mais ce n'est que le début. Si l'on compare cette puissance de feu technique aux installations des États-Unis, la capacité combinée de toutes les usines américaines n'atteint même pas un cinquième de la production saoudienne. Il est important de noter que la ligne côtière américaine est pourtant bien plus vaste que celle de la péninsule. Au cœur de cette tempête d'ingénierie se dresse le complexe de Ras Al-Khair. Cette installation n'est pas une simple usine, mais une cité industrielle entière dédiée exclusivement au traitement de l'eau. Tout se complique encore lorsque l'on analyse ses performances énergétiques. À elle seule, cette infrastructure produit 264 millions de gallons d'eau quotidiennement. Ce volume est suffisant pour couvrir les besoins de près de 2 millions de foyers standards.
Pour soutenir un tel effort, la station génère 2400 MW d'électricité en interne. On voit comment les turbines s'activent pour fournir une puissance équivalente à celle de 2 réacteurs nucléaires de taille moyenne. La suite devient plus complexe. Des centaines de réservoirs en acier, longs comme des terrains de football, s'alignent dans les hangars. À l'intérieur de ces enceintes, l'eau de mer est chauffée puis soumise à un vide partiel pour provoquer une évaporation instantanée et brutale. On peut remarquer la vibration constante de l'équipement sous la pression thermique. C'est un processus physique violent, bruyant et opérant à des températures extrêmes. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Ces machines sont conçues pour une durabilité maximale, devant résister à la corrosion saline pendant au moins 25 ans. Cependant, porter l'océan à ébullition impose un coût énergétique astronomique. Auparavant, cette méthode par évaporation dévorait près de 9% de la consommation électrique totale de la nation. Les ingénieurs devaient impérativement trouver une solution plus intelligente et plus sobre. Passage au niveau suivant. Ils ont fini par se tourner vers des principes issus de la biologie moléculaire. La phase suivante de cette bataille pour la gestion de l'eau n'a pas été remportée par la force du feu, mais par la précision microscopique de la filtration. Cette technologie porte le nom d'osmose inverse. Au lieu de s'appuyer sur la vapeur et la chaleur, les pompes utilisent une pression extrême pour contraindre l'eau de mer à traverser des membranes de polymères spéciales. L'équipement sépare progressivement les sels des molécules d'eau pure. Ces membranes constituent la frontière finale et absolue de la filtration industrielle. Elles ne mesurent que quelques millionièmes de pouces d'épaisseur, une dimension presque imperceptible. Les pores intégrés dans ces feuilles synthétiques sont si minuscules qu'ils agissent comme une barrière physique infranchissable pour les impuretés. Le métal et le polymère travaillent ici en parfaite synchronie pour purifier chaque goutte de manière chirurgicale. Cela tire un trait sur la phase actuelle. 99% de pureté, c'est le niveau de filtration atteint après que le liquide a traversé les membranes de haute technologie. Pourquoi le processus de filtration est-il si rigoureux à cette étape précise? On pourrait croire qu'un simple filtrage mécanique suffirait pour obtenir une eau potable de base. Mais la structure des pores est si fine que même les virus les plus microscopiques se retrouvent niés bloqués physiquement par la barrière synthétique. On voit comment la pression s'exerce sur la solution pour forcer le passage à travers les polymères. L'équipement sépare progressivement chaque particule indésirable de la molécule d'hydrogène et d'oxygène. Mais ce n'est que le début. L'efficacité énergétique constitue le véritable pilier de ce système industriel moderne. À première vue, dessaler l'eau de mer semble être une opération gourmande en électricité. Mais en réalité, les dispositifs de récupération de pression ont changé la donne technique. On peut remarquer comment les turbines récupèrent l'énergie cinétique du flux sortant pour la réinjecter dans le circuit principal. Les nouvelles usines ne consomment désormais que 2,8 kWh pour produire 264 gallons de liquide purifié. Cette consommation équivaut approximativement à l'énergie nécessaire pour alimenter 10 lampes à diode électroluminescentes pendant une durée d'1 heure seulement. Tout se complique encore. La suite devient plus complexe, car cette technologie équipe désormais la majorité des infrastructures urbaines. 2/3 de l'approvisionnement en eau potable des zones métropolitaines dépendent aujourd'hui de ces membranes sophistiquées. À Riyad, chaque récipient d'eau consommé provient de ces filtres aux dimensions microscopiques. On voit comment les installations puisent leur énergie dans un mélange de réseaux électriques conventionnels et de vastes champs de panneaux solaires thermiques. Ces structures de silicium captent les rayons qui frappent le sol du désert pour alimenter les pompes haute pression. Passage au niveau suivant. Mais produire l'eau sur la ligne côtière ne représente qu'une fraction du problème technique global. La suite devient plus complexe car la majorité de la population réside à l'intérieur des terres, dans le centre aride du pays. Comment déplacer l'équivalent d'un océan à travers des étendues désertiques sur des distances aussi vastes? La logistique hydraulique atteint ici ses limites physiques les plus extrêmes. Transporter des millions de tonnes de liquide est une tâche complexe en raison du poids spécifique de la matière et de la topographie accidentée de l'Arabie saoudite. Les ingénieurs ont dû concevoir des systèmes capables d'acheminer cette ressource vers des villes et des villages, situés à plusieurs centaines de milles de la source de production. On peut remarquer la progression des canalisations qui s'élèvent le long des reliefs escarpés. La matière s'en va plus loin le long de la chaîne.